Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Midi Histoire aujourd'hui consacré à l'histoire des femmes. Nous avons le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour cette séance Michèle Perrault. Michèle Perrault va nous livrer une conférence qu'elle a choisi d'intituler Naissance de l'histoire des femmes en France. Michèle Perrault est historienne, auteure, professeure émérite à l'université Diderot à Paris. Elle a consacré de nombreux travaux avant de s'intéresser à l'histoire des femmes, au mouvement ouvrier et à la grève, qui était le sujet de sa thèse. Mais elle s'est assez vite consacrée à l'histoire des femmes, est devenue vraiment une éminente spécialiste du sujet. Et elle a publié, elle a assuré la direction scientifique avec Georges Duby d'une histoire des femmes en 5 volumes, publié en 1992 aux éditions Plomb. Histoire des femmes qui a été poursuivie par un ouvrage sur les images des femmes, consacré à toutes les représentations des femmes, à la fois en peinture, en sculpture et au cinéma. Michèle Perrault poursuit ses travaux et elle a publié très récemment un ouvrage en 2023 avec Édouard Castillo qui s'intitule Le temps des féministes. Voilà, donc nous avons aujourd'hui avec nous la grande spécialiste de l'histoire des femmes et je lui cède la parole pour 45-50 minutes et nous recevrons ensuite vos questions auxquelles elle répondra. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour et merci de m'accueillir pour cette conférence où je vous imagine, loin de cette salle, mais peut-être devant vos ordinateurs, puisque c'est ainsi. Alors, je partirai de l'histoire du présent d'abord. Je crois que nous vivons actuellement un temps fort du féminisme et de l'histoire des femmes et des rapports entre les sexes. Un temps, véritablement, on le voit, toutes sortes de choses, ne serait-ce que le prix Nobel donné à Annie Ernaux, à la question de donner, à la place donnée aux violences faites aux femmes, et à beaucoup d'autres signes. Et MeToo, il y a 5 ans, déjà, bientôt 6 ans, a été un moment important où on a vu à la fois les femmes s'emparer des moyens de communication, des réseaux sociaux, et puis déplacer un petit peu la frontière de l'intime, en définitive. Il y a aussi beaucoup de publications actuellement sur l'histoire des femmes, la sociologie, l'anthropologie, etc. Et il se passe beaucoup de choses pour les femmes positives et négatives. Si on regarde évidemment l'Iran, où la question du voile est tellement importante, l'Afghanistan, où les petites filles ne peuvent même plus aller à l'école aujourd'hui, on voit bien que la question des femmes est toujours une question centrale. Mais pour la comprendre, ce n'est pas mauvais, si on peut dire, de se remettre dans le temps long. C'est peut-être à cela que l'histoire peut concourir, comprendre mieux les évolutions, situer un événement par rapport à d'autres, et surtout en ne voyant pas les femmes seules, mais en voyant le rapport des femmes entre les hommes et les femmes, la question du genre, comme on dit. Alors, tout ça a une longue histoire, et c'est évidemment de cela que je voudrais vous parler. Et auparavant, je voudrais d'abord vous dire que le mot histoire a 2 sens. Il y a ce qui s'est passé, dans le temps, et puis il y a le récit que l'on fait de ce qui s'est passé, ce qui n'est pas la même chose. Il s'est passé beaucoup de choses. Au fond, le silence est ce qui prévaut pour tout le monde. On ne sait pas grand-chose. Comme le dit Céline dans Voyage au bout de la nuit, tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes.
très, très belle phrase, si Céline en était restée là, ce serait merveilleux. Bon. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes, dit-il, eh ben on en sait encore beaucoup moins pour l'histoire des femmes. Et c'est ça qui va évidemment nous occuper. Et au fond, tout l'effort des historiens, et des historiennes surtout, on va le voir, ça a été de passer de ce qui s'est passé au récit que l'on en fait, de faire advenir le souterrain, le caché au visible, rendre visibles les femmes, c'est cela qui nous a surtout intéressés. Alors d'abord, pourquoi ce silence, hein? Pourquoi ce silence? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les femmes, on n'attachait pas beaucoup d'importance à ce qu'elles faisaient. Hein. Il y avait d'abord cela. Et puis aussi, deuxièmement, justement, à la conception qu'on se faisait du récit. Hein. On peut dire que ce sont les Grecs, au moins dans la société occidentale, qui ont en quelque sorte inventé l'histoire, conçu l'histoire. Et qu'est-ce que c'était l'histoire pour eux? C'était une histoire publique. Hein. Les grands hommes, les guerres, les règnes, et c'est cette conception de l'histoire qui a prévalu pendant très longtemps, y compris au XIXe siècle, où véritablement l'histoire s'est organisée. Donc on n'en parlait pas, on parlait que des hommes, parce que c'était l'espace public où étaient les hommes, et on parlait des femmes d'exception, qu'on appelait d'ailleurs les femmes illustres. Il y a eu on a parlé des hommes et des femmes, on parlait des femmes illustres. Et quelles étaient ces femmes illustres? C'était trois catégories de femmes. Les saintes, les saintes. Dans les couvents, il y avait des abbesses et d'autres qui cherchaient des modèles, et c'était les saintes. Donc il y a d'abord une histoire des saintes. Colette Cognier a écrit un livre sur l'histoire des saintes qui est tout à fait intéressant. Bon, deuxième catégorie, les reines, bien entendu, avec les différences de statut des reines qui règnent en Angleterre et qui en France ne sont jamais que la femme du roi. Ça, c'est un autre problème. À partir de la loi Salique et un peu après, les femmes n'ont jamais régné en France. Et troisième catégorie, les courtisanes. Voilà, c'était les trois grandes catégories de femmes dont on parlait. Et il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Et au XIXe siècle, il y a quand même des gens qui commencent à s'intéresser un petit peu aux femmes. Il y a les socialistes, notamment les Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens sont une école socialiste, disciples de Saint-Simon, et ils disaient il y a deux catégories de gens qui sont dominés, ils ont plutôt le mot opprimés d'ailleurs, les prolétaires et les femmes. Voilà, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs. Et une femme comme Flora Tristan, qui est une femme très intéressante du XIXe siècle, était saint-simonienne et elle cherchait un petit peu l'histoire des femmes, même si ce n'était pas son sujet principal, à elle non plus. C'était le monde ouvrier. Elle était plus intéressée par le monde ouvrier que par les femmes, mais elle en parlait. Et par conséquent, là, il y a eu dans la lignée des Saint-Simoniens des gens qui se sont préoccupés un petit peu de l'histoire des femmes. Mais l'histoire universitaire, par exemple, quand elle s'organise au XIXe, parce que c'est vraiment au XIXe siècle que on organise le récit universitaire, à la fin du XIXe, c'est Niobos, enfin, tous ces gens-là. Bon, on ne va pas faire l'histoire de l'histoire, bien entendu, mais on parle peu des femmes. Ceci dit,
Michelet, par exemple, le grand historien Michelet, il parle des femmes dans son histoire de la Révolution française, mais il en parle toujours avec un œil tellement très critique. Pour lui, si les femmes interviennent dans l'espace public, et notamment dans le monde politique, eh bien, le monde se dérègle, parce que ce n'est pas leur place. Et il est extrêmement critique sur le rôle des femmes dans la Révolution française. Passé les 5 et 6 octobre 1789, où les femmes sont très légitimes, puisqu'elles s'occupent du pain, des subsistances, et que c'est leur rôle, passé ce moment-là, elles jouent un rôle néfaste, et il ne faut surtout pas que les femmes interviennent dans l'espace public. Donc, le discours de Michelet est un discours très idéologique, si l'on veut. On peut admettre que tous les discours le sont, bien entendu. Mais là, il y a véritablement une idée très 19e siècle sur le rôle des femmes dans le privé. Elles n'ont pas à apparaître, et par conséquent, au fond, on n'a pas à en faire le récit dans l'histoire elle-même. Alors, pour rompre ce silence qui a été considéré comme tout à fait légitime, pour ma part, j'ai fait mes études, j'étais étudiante à la Sorbonne dans les années 1950. C'est bien vieux. Et il y avait des grands professeurs, et moi, comme d'ailleurs beaucoup de gens de ma génération, étaient très attirés par Ernest Labrousse. Ernest Labrousse est celui qui a introduit l'histoire économique et sociale dans le monde universitaire, qui jusque-là l'ignorait à peu près. Et j'ai été pour ma part très intéressée par cela, parce que dans les années 1950, après la guerre, on est en pleine reconstruction, industrialisation, le monde ouvrier est très important, et le social compte. Le social compte plus que tout. Et j'étais tout à fait féministe, je lisais Simone de Beauvoir, j'admirais Simone de Beauvoir qui m'apparaissait comme une femme libre de sa vie, qui voulait écrire, qui avait les amours contingentes et nécessaires, enfin toutes ces choses, mais je ne pensais pas tellement écrire sur les femmes. J'écrivais sur le monde ouvrier. Voilà. Et par conséquent, pourquoi et comment est-ce que j'en suis venue à écrire l'histoire des femmes, et moi pas toute seule, beaucoup d'autres avec moi? Eh bien, cela... Alors, je voudrais encore dire une chose, il ne faut quand même pas exagérer, avant 70, dont je vais parler, il y a quand même des femmes qui ont écrit sur les femmes. Je n'en citerai qu'une, Édith Thomas. Une femme comme Édith Thomas, qui était une femme plutôt socialiste, elle avait écrit sur les femmes dès les années 1960. Par exemple, elle avait publié sur les femmes en 1848, sur les femmes dans la commune, sur quelques autres. Enfin, elle avait fait quelques textes. Donc, il ne faut jamais exagérer le silence. Il y a toujours des voix dans le silence. Mais malgré tout, elle était tout à fait minoritaire, et il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Alors, c'est avec les années 70 que cela va venir, et je vous raconte tout simplement mon histoire, qui est celle de beaucoup d'autres. 70, mouvement de libération des femmes, on revendique pour le droit à la contraception existait depuis la loi de 67, mais enfin elle était très peu répandue, donc on demandait un libre accès à la contraception et évidemment le droit à l'avortement. Je suis, comme beaucoup d'autres, un peu plus âgée déjà que d'autres à ce moment-là, dans les manifestations à ce sujet. J'ai passé ma thèse, je suis professeur à Paris 7 Jussieu, et tout en manifestant, un jour, je me dis, mais c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que je raconte dans mes cours sur les femmes? Rien. Rien. Et
ça a été, si vous voulez, mon chemin de Damas, en quelque sorte. Je me suis dit, mais voilà, ça serait quand même important que j'en parle. Pourquoi est-ce que je n'en parlerais pas? Et à ce moment-là, on a commencé à le faire, et il y a en quelque sorte comme 3 dates que je donne rapidement. En 1973, on a fait un premier cours sur les femmes. J'avais demandé à 2 collègues de collaborer avec moi, Pauline Schmitt et Fabienne Bock. Je leur avais dit, on pourrait peut-être faire un cours sur les femmes. Mais on savait pas comment, nous ne savions pas comment nous y prendre. On n'avait pas grand-chose. Alors on avait intitulé le cours « Les femmes ont-elles une histoire ?» Voilà. On n'en était même pas tellement sûr. Ceux qui parlaient le plus des femmes à cette époque-là, c'était les anthropologues, c'était Lévi-Strauss, par exemple. Françoise Héritier, on ne la connaissait pas encore, elle travaillait, mais elle travaillait plutôt sur l'Afrique, et c'est tout. Hein. Et donc ça a été le premier cours. Ce cours a eu beaucoup de succès, énormément, a suscité pas mal d'enthousiasme, notamment de la part des étudiantes. Les étudiants étaient un petit peu plus réservés parce qu'ils craignaient qu'ils étaient en général assez dynamiques, ils regardaient vers la Révolution, comme on disait à l'époque, et ils pensaient que s'occuper des femmes, ce n'était pas le moment. Hein, et qu'on allait peut-être oublier l'essentiel en s'occupant des femmes. Mais enfin, bon, il y a eu une certaine tolérance de leur part, et donc on a développé les cours sur les femmes, et véritablement, s'est développé un champ de recherche. Tout à fait. Hein. Il y avait une forte demande de la part des filles, des étudiantes, et j'ai donné des sujets de maîtrise, des sujets de thèse, et je n'ai pas été la seule, hein, je tiens à le dire. Je n'ai pas été du tout la seule. Il y avait, pour ne donner que les points principaux, à Aix-Marseille, il y avait ma collègue Yvonne Knibieler, qui, elle, s'intéressait beaucoup à la maternité et qui donnait des sujets sur la maternité. Et puis, il y avait à Toulouse une autre collègue qui s'appelait Rolande Trempé, et qui était une amie également, et qui donnait, elle, plutôt des choses sur les femmes et le travail. Voilà. Donc, ça se développait dans plusieurs pôles. Et puis après, alors ça s'est beaucoup développé à beaucoup d'égards. On avait fait notamment un petit groupe de recherche autonome à plusieurs, et nous nous réunissions beaucoup à l'école des hautes études pour nous approprier un petit peu ce qui s'était fait, notamment les travaux américains, parce que les américaines, les anglaises aussi, les américaines surtout, étaient plus avancées que nous dans ce domaine, et alors on lisait les livres, on échangeait les choses, on faisait un petit groupe de travail, et c'est ce petit groupe de travail qui a fait en quelque sorte l'histoire des femmes en Occident. Alors, 73, c'est le premier cours. 84, 10 ans après, on fait toutes sortes de choses. On fait des colloques. Mais on fait un colloque assez important qui s'appelait « Une histoire des femmes est-elle possible ?» hein. C'est-à-dire qu'on ne doutait plus qu'il y ait une histoire des femmes, mais on se posait la question comment la faire, hein. Et on va y revenir parce que pour faire de l'histoire, il faut des sources. Et on se posait la question des sources sur l'histoire des femmes. Et puis 10 ans après encore, en 91-92, on publie les 5 volumes dont il a été question dans la présentation tout à l'heure, qui s'appelle « Une histoire des femmes en Occident » et que j'ai co-dirigé avec Georges Duby et avec toute une équipe qui venait de ce petit groupe de travail dont je viens de parler, Histoire de l'Antiquité dirigée par Pauline Schmitt, Histoire du Moyen-Âge dirigée par Christiane Klapisch, Histoire de l'époque moderne dirigée par
Arlette Farge et une Américaine qui s'appelle Nathalie Zemon Davis. Histoire du 19e siècle, dirigée par Geneviève Fraisse, bien connue comme philosophe, et moi-même, et histoire contemporaine, dirigée par Françoise Thébault. Georges Duby et moi supervisions l'ensemble, et c'est paru en 91-92. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette histoire nous avait été demandée à Georges Duby d'ailleurs, par un éditeur italien qui s'appelait La Terza. Et La Terza avait demandé à Georges Duby, après avoir traduit l'histoire de la vie privée, enfin, à laquelle j'avais collaboré beaucoup aussi, Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas faire une histoire de la femme, hein? Et Georges Duby avait dit oui, mais pour faire ça, il faudrait demander à Michel Perrault, parce qu'il savait que je dirigeais pas mal de travaux là-dessus. Et j'avais tout de suite, moi, communiqué avec le petit groupe dont j'ai parlé, et aussitôt on s'est dit, mais la femme, on ne connaît pas, hein. Nous ne connaissons que des femmes, hein, au pluriel. Et Duby avait dit, ben d'accord, tout à fait, faites l'histoire des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Pauline Schmitt, dont j'ai parlé, et moi, nous avions été à Genève, où le bruit courait que nous étions en train de préparer cela. Et l'Université de Genève nous avait demandé de venir en parler, un petit peu en pré-présentation, si l'on peut dire. Et un jeune homme, au moment où nous faisions cette présentation, qui avait écouté attentivement, probablement d'origine maghrébine, je le pense, nous a dit, mais c'est intéressant ce que vous dites là, mais vous dites les femmes, mais vous représentez peut-être que les femmes du monde occidental, peut-être pas toutes. Et avec Pauline, en remontant vers notre hôtel à Genève, on s'était dit, mais cet homme-là, ce garçon-là, il a raison dans le fond, hein, il a raison. Et du coup, on avait décidé de proposer à Duby, qui était tout à fait d'accord, hein, Histoire des femmes en Occident. Vous voyez, pour un titre, rien que pour un titre, il a fallu, au fond, imaginer le titre, le rendre pluriel, Histoire des femmes, et le rendre occidental, puisque, au fond, il recouvrait l'histoire des femmes en Occident. Ça vous donne un exemple de la manière dont on peut choisir un titre, préciser son sujet, hein, de ce point de vue. Et je dis juste un mot de cette histoire des femmes avant de venir au développement des problématiques. L'histoire des femmes en Occident a donc été publiée en 91-92. Elle a eu beaucoup de succès, hein, peut-être pas tant d'ailleurs au point de départ dans le monde universitaire. Le monde universitaire était un peu réservé devant cette arrivée. Au fond, nos collègues, pas tous, ça, je m'empresse de le dire, nous avions aussi des complices, si l'on peut dire, des gens qui étaient tout à fait intéressés. Mais il y en avait beaucoup aussi qui craignaient que nous fassions une histoire militante, voilà, hein, et que il y avait eu l'histoire du monde ouvrier, ça avait déjà été un peu connoté sur le plan politique, et là, il allait y avoir une histoire des femmes qui allait revendiquer les femmes comme en protestant, etc., etc. Nous avons tout de suite dit non à ça, hein, et je m'empresse de dire, et je le dis souvent, je suis historienne et féministe, tout à fait, mais historienne, hein, les deux. Et l'histoire est une méthode, l'histoire doit être rigoureuse, et nous avons toujours, je dis nous parce que c'est notre équipe, nous avons toujours voulu faire une histoire justement qui respecte et qui emprunte les démarches et les méthodes historiques. Donc ça c'est important à préciser, et c'est tout à fait ce que nous avons voulu faire. Alors dans l'histoire des femmes en Occident,
c'est une histoire donc importante, hein. C'était vraiment quelque chose d'assez costaud. Chacune de celles que j'ai nommées a organisé son équipe. Donc à chaque volume, il y avait une équipe. Et au total, il y avait 70 personnes, hein, 70 collaborateurs dans le monde, hein, avec tout de même une majorité d'auteurs françaises, parce que au moins la moitié, parce que pour nous c'était quand même beaucoup plus commode. Hein, il ne faut pas oublier que les années 85, à peu près 85-90 dans lesquelles nous travaillons, ce sont des années sans ordinateur. Hein. Quand on a quelque chose à dire, il faut se faire une lettre ou téléphoner. Donc c'était beaucoup plus commode d'avoir des collaborateurs en France auxquels on pouvait parler. D'où la priorité, la majorité des collaborateurs français. Mais nous avons fait appel aux meilleurs spécialistes qui pouvaient exister aux États-Unis, en Allemagne, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette histoire des femmes en Occident. Alors, je voudrais maintenant vous dire ce qui caractérise ce champ de recherche. Ce champ de recherche, d'abord, au point de départ, il est surtout cherché et écrit par des femmes. Hein. Ce sont les femmes tout de même qui ont fait émerger ce champ de recherche. C'est assez logique d'ailleurs, puisque c'était elles qui étaient dans le mouvement des femmes et qui se sentaient concernées par cette question. Mais, encore une fois, nous avons toujours eu des complices ou collaborateurs, comme vous voulez. Hommes, je n'en citerai que quelques-uns. Georges Duby. Hein. Georges Duby a toujours été très intéressé et persuadé, par exemple, dans l'introduction à cette histoire des femmes en Occident dont je viens de parler. Il était très occupé, donc il m'avait dit, bon, écrivez l'introduction si vous voulez bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'écris l'introduction, je la lui fais naturellement, je la lui communique. Il corrige ou il complète sur certains points, et il me fait ajouter une phrase qui était cette révolution inachevée mais profonde des rapports entre les hommes et les femmes. Voilà, ça, il tenait beaucoup à ce que ce soit dit, il en était convaincu qu'on vivait dans les années 80, hein, c'est donc, c'est pas d'aujourd'hui. Il était persuadé que l'on vivait une révolution inachevée mais profonde. Donc, il n'y a pas que les femmes qui étaient soucieuses de ce problème et qui voyaient arriver cela. Si je pense à Alain Corbin, qui est un peu plus, qui n'est pas de la génération de Duby, qui serait un peu entre Duby, après moi, si l'on peut dire, même plus jeune que moi, des gens comme Georges Vigarello, comme André Roche, j'en pourrais en citer quelques autres. Voilà, des hommes qui n'ont pas attendu les femmes pour être tout à fait intéressés par ce sujet. Et pourquoi ? Parce qu'ils se posaient les problèmes du corps. Alain Corbin était tout à fait intéressé par cela. Alain Corbin a publié, dès les années 77, un livre sur les filles de noces, c'est-à-dire la prostitution. C'est très intéressant. Parce qu'il pose le problème de la prostitution, mais il se pose plus le problème de la sexualité masculine que des prostituées elles-mêmes. Hein. Et nous en avons beaucoup discuté avec lui naturellement. Les femmes, si elles font cette histoire, elles vont bien entendu se poser la question de la sexualité, mais elles vont certainement s'intéresser davantage aux prostituées elles-mêmes, en renversant un petit peu le regard sur les femmes. Voilà un exemple où l'on voit complicité, mais aussi
différence, autre regard porté sur un exemple d'histoire des femmes. Donc, une histoire écrite par les femmes avec des hommes complices et aussi un renversement de la problématique. Alors, rendre visible, ça veut dire avoir des sources. Et évidemment, ce problème se pose. Pourquoi ? Il se pose parce que, comme on le disait tout à l'heure, les femmes n'étaient pas absolument visibles. Dans le monde public, c'était les hommes, les femmes étaient renvoyées au privé. Le privé, au fond, les historiens, en tout cas, on ne s'en occupait pas tellement. Je veux dire, dans la société du 19e, par exemple, on ne parle pas tellement des femmes. On en parle dans les romans, on va voir. Mais autrement, le commerce, il y avait naturellement des femmes dans les boutiques, bien sûr. Mais elles ne sont pas très visibles. Donc, ça pose évidemment des problèmes. Ceci dit, à partir du moment où on pose la question, on va les trouver. Pourquoi ? Parce que l'histoire, c'est beaucoup une question de regard. C'est véritablement, si on pose la question et qu'on regarde les mêmes sources, on va trouver les femmes. On va quand même les trouver. On voyait beaucoup des femmes, par exemple, dans les sources judiciaires. Parce que c'était quand il y avait des contestations, quand il y avait des procès, là, du coup, on voyait apparaître des sources sur les femmes. Quand il y avait des émeutes, alors la police, évidemment, elle pouvait, dans les émeutes de subsistance, arrêter des femmes, parce que les femmes étaient très importantes dans les émeutes de subsistance. Donc, si on se pose cette question, où sont les femmes ? En regardant les sources, on va quand même les trouver. Et puis surtout, on va élargir la notion de source. On ne va pas en rester uniquement aux sources administratives qui enregistrent les faits des hommes. On va regarder du côté des sources privées, notamment du côté de ce qu'on appelle les sources personnelles. Ce qu'on appelle les sources personnelles, ce sont par exemple les correspondances. Les correspondances, c'est très passionnant. Les correspondances importantes, il y en a depuis le 17... il y en a depuis très longtemps. Mais si on pense à Madame de Sévigné, voilà une femme dont la correspondance est très intéressante, pas seulement pour les femmes, pour l'ensemble de la société du XVIIe, mais aussi pour les femmes, parce qu'elle écrit à sa fille, Madame de Grignan, et avec sa fille, elle parle de beaucoup de sujets intimes, personnels, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, Madame de Lafayette, etc., souvent des femmes de l'aristocratie. Mais on a des correspondances familiales aristocratiques ou bourgeoises dès cette époque, et même un petit peu avant. Donc, au XIXe siècle, au XVIIIe et XIXe, les correspondances de femmes deviennent de plus en plus importantes, et ce sont généralement les femmes qui font ces correspondances-là. Quand un garçon ou une fille, mais surtout les garçons, à cette époque, sont mis en pension, qu'est-ce qu'il leur écrit dans la famille ? La mère, c'est la mère. Donc, on va avoir des correspondances de mères à leurs fils, et voilà, un exemple intéressant. Et voilà, tout à fait. Mais il y a aussi les journaux intimes. Or, souvent, ces journaux intimes sont écrits par des jeunes filles, auxquelles leur confesseur, leur mère, conseille d'écrire un journal, parce que c'est une manière de s'éduquer, de prendre possession de soi. Les garçons aussi font des journaux, mais en général, ils les abandonnent plus tôt. Et il faut un journal à l'adolescence, et sauf quelques exceptions, il y en a toujours, ils abandonnent ça, ça devient même un petit peu des histoires de femmes.
un peu mièvre. Tandis que les jeunes filles continuent. Et ça a été étudié notamment par Philippe Lejeune, Le moi des demoiselles. Il a écrit un livre là-dessus, et c'est sur les journaux intimes de filles, notamment au XIXe siècle. Voilà un deuxième exemple. Les autobiographies. Passionnant, les autobiographies. Ça se développe surtout à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Eh bien, les autobiographies, notez bien, les autobiographies, c'est surtout les hommes. Dire moi, prendre son moi comme un point central, c'est surtout les hommes. Mais enfin, il y a quelques femmes aussi qui ont fait cela. Et on appelle ça les sources personnelles. Et bien, ces sources personnelles nous disent beaucoup de choses, parce que elles considèrent la famille comme quelque chose de, en effet, très important. Et puis, il y a l'histoire matérielle aussi, les objets. Pour faire l'histoire des femmes, il faut regarder aussi où elles vivaient. La chambre, l'atelier où elles travaillaient, les objets avec lesquels elles travaillent, les matériaux de cuisine pour justement la vie quotidienne. Donc on élargit un petit peu la notion de source aux objets, en quelque sorte, même aux toilettes, l'importance de la mode pour voir le corps des femmes. Si vous réfléchissez à l'histoire du corset, ou à l'histoire du pantalon, Christine Barr a fait une histoire du pantalon, justement, pour les femmes. Vous approchez beaucoup de choses sur l'histoire des femmes. Vous voyez la place de leur corps, de la manière de se conduire dans la société, du regard qu'on portait sur elles, par conséquent de la manière qu'elles avaient à se comporter dans la société. Donc ça amène à élargir considérablement cette histoire du corps. Et puis d'autre part, l'histoire orale. Alors, ce qu'on appelle l'histoire orale, c'est beaucoup développé forcément dans les temps récents. Et cette histoire orale, eh bien, souvent, elle s'est tournée vers les femmes. Et elle s'est tournée vers les femmes pour une raison simple, c'est que cette histoire orale a concerné beaucoup la vie de famille. Or, qui détient les clés de la vie de famille? Les femmes, beaucoup. Quand, par exemple, on fait une histoire orale des ouvriers, on se tourne vers l'histoire des ouvriers avec l'idée que les ouvriers n'ont pas beaucoup parlé, qu'il faudrait leur donner la parole. Eh bien, les ouvriers interrogés parlent de leur lutte en général, syndicalisme, des grèves. Et quand il s'agit, on leur dit, mais oui, mais et comment vous avez vécu, vous comment est-ce que vous avez eu des enfants? En général, à ce moment-là, ils disent, ça c'est ma femme. Il faut demander à ma femme. Et ils reproduisent au fond le schéma classique, c'est-à-dire le public, les hommes, le privé, les femmes. Et en général, interroger les femmes, en effet, disent beaucoup de choses parce qu'elles savent dire des choses, évidemment, sur la famille. Donc, histoire orale, voilà quelque chose, en effet, d'intéressant. Et ça se développe beaucoup à l'heure actuelle. Depuis une vingtaine d'années, il y a une histoire orale des femmes qui s'est beaucoup développée. Et les femmes aujourd'hui, elles pensent à leur grand-mère, à leur mère et à leur grand-mère. Tout le monde pense un peu aux grand-mères d'ailleurs, mais les femmes aussi. Daniel Salnave, par exemple, vient d'écrire récemment un livre sur l'histoire de sa grand-mère. Alors voilà par conséquent une première caractéristique des femmes, la question des sources et le rôle des femmes dans les sources. Autre caractéristique de l'histoire des femmes, la pluridisciplinarité. Pour écrire l'histoire des femmes, il faut non seulement faire de l'histoire classique, mais il faut utiliser l'anthropologie. Je vais vous dire un mot tout à l'heure de, naturellement, Françoise Héritier, mais elle y a beaucoup contribué. Pourquoi l'histoire, l'anthropologie? Parce que
comme je le disais tout à l'heure, les anthropologues ont été les premiers à poser un petit peu l'histoire de la famille. Et puis l'histoire de la démographie, ça c'est très très important, la démographie. La démographie, c'est les naissances, les mariages, l'espacement entre les naissances, etc. Et la démographie s'est beaucoup intéressée, forcément, à la vie des femmes. Mais on peut très très bien faire une histoire démographique sans du tout parler des femmes. Alors justement, on va reprendre cette histoire des femmes, mais cette fois-ci en posant la question des femmes dans la démographie. Donc, histoire pluridisciplinaire en effet, la littérature aussi. Hein. La littérature avait un petit peu été dédaignée par l'histoire économique et sociale. Eh bien, pour faire une histoire des femmes, on va l'apprendre, cette littérature, parce que la littérature, elle parle des femmes. Prenez Balzac, par exemple. Si vous ouvrez Balzac, à n'importe quel roman de Balzac, on parle des femmes. Hein. Et par conséquent, on va pouvoir reprendre tel ou tel roman de Balzac, la cousine bête. Si vous prenez la cousine bête, vous allez évidemment voir beaucoup d'histoires des femmes. Donc, élargir l'histoire des femmes, s'intéresser aussi à l'ethnologie. Je pense à une femme comme Yvonne Verdier, façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, la femme qui aide. Hein. Et c'est une magnifique histoire contemporaine des rôles des femmes dans le monde rural. Voilà encore un exemple de faire. Par conséquent, il faut que ce soit un travail absolument pluridisciplinaire. Et puis, d'autre part, un travail collectif. Mais ça, je l'ai dit depuis le début, cette histoire des femmes n'a pas été collective, parce que ce sont beaucoup de femmes qui, en effet, ont pris ça à bras le corps. Alors maintenant, quels ont été les thèmes abordés par l'histoire des femmes? On l'a vu, quels ont été les axes abordés? Il y a eu d'abord l'histoire de la vie privée, justement. Hein. Les femmes ont dit, oui, il faut faire entrer la famille, le mariage, l'éducation, il faut la faire entrer dans l'histoire des femmes, et la maternité, la prostitution, ce sont donc des sujets qui ont été tout à fait abordés. Le quotidien, je viens de citer le livre ethnologique d'Yvonne Verdier, on pourrait dire qu'on l'a étendu un petit peu à l'ensemble de l'histoire. Le travail, bien entendu, le travail. Les femmes ont toujours travaillé, mais elles n'ont pas toujours exercé des métiers. Hein. Alors, quels étaient les métiers des femmes? Qu'est-ce qu'elles faisaient? On s'est beaucoup intéressé aux domestiques, par exemple. Anne Martin-Fugier a écrit une histoire des bonnes au XIXe siècle. Et les servantes, on a fait entrer un petit peu les servantes dans tout cela. Donc, il y a tout cet axe de l'histoire des femmes. Et puis, il y en a eu un autre qui a été l'idée des femmes victimes. Hein. Les femmes dans la prostitution, les femmes violentées, l'histoire du viol. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes qui ont écrit l'histoire du viol. Georges Vigarello a écrit une histoire du viol. Hein, il y a déjà pas mal d'années. Donc, on a vu un petit peu les femmes comme victimes. Et puis, de cette histoire victimaire, on s'est un petit peu lassé aussi, nous les historiennes. On a dit, mais les femmes ne sont pas que victimes, elles sont actrices de l'histoire. Et on a cherché aussi l'action des femmes. Qu'est-ce qu'elles faisaient dans la cité? Qu'est-ce qu'elles faisaient dans l'histoire de la Révolution, etc., etc. Et puis, on s'est intéressé à l'histoire du féminisme, justement. Le féminisme est apparu comme un axe majeur de l'histoire des femmes, et on a beaucoup développé l'histoire du féminisme. Le féminisme, le mot féminisme apparaît à la fin du XIXe, mais la chose
apparaît depuis plus longtemps, depuis, on peut dire, la Révolution française, en gros. Et là, on s'est beaucoup intéressé à l'histoire du féminisme. Bon, les problématiques également ont évolué beaucoup. Visibilité, d'abord, rendre visible les images, les représentations, parce que c'est en effet là où les femmes sont prises en compte, en se posant la question qu'est-ce qui fait l'histoire des représentations des femmes? Est-ce que les femmes elles-mêmes ont donné une représentation d'elles-mêmes? Et puis, bien entendu, l'histoire du genre. Alors, je voudrais vous dire un petit mot du genre, justement, pour l'évolution des méthodes. La notion de genre est apparue dans les années plutôt 85-86 par un article très célèbre de John Scott, qui est une historienne américaine, et qui a écrit un article sur le genre comme un outil utile de l'analyse historique. Article écrit d'abord en américain et traduit en France en 1986. Alors, en quoi est-ce que l'histoire du genre est intéressant pour l'histoire des femmes? Il est intéressant pour plusieurs raisons. Il est intéressant d'abord parce que le genre, ça veut dire les hommes aussi. Et ça va permettre que l'histoire des femmes ne soit pas uniquement une histoire des femmes, mais des hommes aussi, et qui les amène, eux, à se poser les problèmes de eux-mêmes comme genre dans la société, et par conséquent, histoire de la virilité. Il y a une histoire de la virilité qui a été écrite, d'ailleurs, par Alain Corbin, Vigarello, etc. Et puis, d'autre part, le genre, c'est le rapport entre les sexes. Voilà. Et c'est l'idée l'idée très beauvoirienne, d'ailleurs, que les femmes, la notion de femme ou d'homme, ce sont des notions construites. La féminité, la virilité sont des notions construites par la culture et par l'histoire. Et par conséquent, voir comment ces notions émergent, comment les rapports hommes-femmes sont construits dans l'histoire, voilà véritablement ce que le genre prend en compte. Par conséquent, c'est une histoire plus problématisée, qui s'étend aux hommes, qui également englobe hétérosexualité et homosexualité. Ce sont, par conséquent, et en même temps plus problématique. C'est là où le genre est intéressant, et c'est pourquoi d'ailleurs dans les universités actuellement, en France et ailleurs, on fait histoire des femmes et du genre. C'est comme ça généralement que cela s'est fait. Alors, donc beaucoup de travaux se sont développés, et je voudrais juste peut-être vous dire un tout petit mot aussi des travaux de Françoise Héritier, parce que la grande anthropologue Françoise Héritier a publié en 1900, dans les années 80 à peu près, même 90, 96 exactement, des travaux qui s'appellent Masculin-féminin, la pensée de la différence. Et elle se posait la question de qu'est-ce que c'est que la différence des sexes, comment est-ce qu'elle a pu apparaître dans l'humanité. Évidemment, elle remontait très loin dans l'humanité, parce que pour elle, cette différence s'est construite dès l'origine de l'humanité. Par conséquent, elle nous a donné des instruments anthropologiques pour penser la différence des sexes également dans l'histoire. Et ces travaux sont évidemment très revendiqués pour l'histoire des femmes. Alors je voudrais terminer maintenant brièvement en posant la question de cette histoire des femmes qui s'est donc beaucoup développée depuis une vingtaine d'années, même un peu plus. Est-ce qu'elle a eu des effets? Est-ce qu'elle a eu des effets sur l'histoire en général? Ces effets, oui, il y a eu des effets importants. D'abord parce qu'il y a eu la création d'un champ de recherche,
véritablement extrêmement public. Les femmes ont une histoire, tout le monde l'admet bien entendu, et ça s'est infiniment développé, et ça a eu aussi des conséquences sur l'histoire en général. Maintenant, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais quand des historiens publient sur tel ou tel sujet, ils se posent beaucoup plus qu'autrefois la question de « et les femmes ?» Ils pensent plus qu'autrefois à ajouter un chapitre sur les femmes ou à se poser la question des rapports entre les hommes et les femmes. Ceci étant, malgré tout, on peut dire pas tous, hein, pas tout le monde. Et dans les enseignements, dans les universités, il y a encore malgré tout cet angle mort et les femmes demeurent encore relativement invisibles. Donc il y a une visibilité plus grande, mais malgré tout, on ne peut pas dire que partout ce soit absolument admis. Et j'ajouterais que s'il y a un domaine qui demeure un peu invisible, c'est l'enseignement primaire et secondaire. Dans les manuels de l'enseignement primaire et secondaire, il n'est pas encore tellement question des femmes. On parle des grands hommes, toujours, et malgré tout, les guerres, les règnes, l'histoire au fond publique demeure beaucoup plus importante que l'histoire de la vie privée, l'histoire de la famille et que l'histoire de la création des femmes. Or, il y a une création des femmes qui est très importante et qu'on ne voit pas. Par conséquent, oui, écrire l'histoire des femmes, ça s'est fait depuis notamment, quand je dis une vingtaine d'années, beaucoup plus que ça. On pourrait dire depuis 40-50 ans. Voilà. Depuis 40-50 ans, oui, il y a eu développement d'histoire des femmes. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'histoire des femmes, sur l'histoire du genre, et beaucoup de choses à faire pour que cette histoire soit diffusée dans le monde scolaire, comme c'est pas seulement pour une histoire de conscience pour les garçons et les filles, mais comme instrument de compréhension de l'histoire en général. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Perrault. Merci beaucoup, Michel Perrault. Je vous relais une question, et j'en ajouterai une petite, de quelqu'un qui nous a écrit en disant que cette mise en visibilité de l'histoire des femmes n'a pas forcément plu à tous. Et est-ce que vous rencontrez des contestations de la part de ces opposants, je vais les appeler comme ça, ou opposantes d'ailleurs, sur cette histoire faite sur les femmes, de la part d'autres femmes occidentales, comme le mouvement politique féministe, où toutes les femmes occidentales sont-elles d'accord avec cette histoire qui a été écrite? Et j'en rajouterai une petite sur les sources, parce que pour les historiennes à venir, une des sources qui va devenir majeure est celle peut-être des réseaux sociaux. Comment vous vous positionnez par rapport à cette nouvelle source où une partie de l'émancipation et du mouvement féministe utilise aujourd'hui ce type de médias en fait, pour faire passer un certain nombre de choses? Alors, deux questions par conséquent. Est-ce que nous avons rencontré de la résistance à l'histoire des femmes? Oui, pas une résistance opposée, franche, véritablement, plutôt de l'incrédulité. Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire, au fond? C'est pas très intéressant, c'est pas un sujet. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt ce côté-là d'un côté. Et puis, je l'ai déjà dit, la crainte que l'histoire devienne une histoire militante, c'est-à-dire une histoire non objective, une histoire subjective. Alors là, il faut bien prendre en compte cette question-là. Il faut dire que
de toute façon, un historien ou une historienne qui écrit est toujours situé. Hein. C'est un homme ou une femme dans un temps, dans un milieu, et de toute façon, on ne peut jamais être complètement objectif. Mais justement, la discipline historique s'est construite au cours du temps avec l'idée qu'elle était une quête de vérité, hein, non pas qu'elle atteigne toujours cette vérité, évidemment, c'est une quête, hein, mais que cette quête de vérité exigeait qu'on se défasse de soi pour entendre l'autre, chercher l'autre obstinément, hein, comprendre les rapports avec les autres, faire émerger les autres. Par conséquent, cette quête de vérité, l'histoire des femmes la revendique, absolument. Hein. Une histoire des femmes ne dit pas que les femmes ont toujours raison. Une histoire des femmes ne dit pas que les femmes au pouvoir, c'est beaucoup mieux. Pas du tout. Hein. C'est pas ça l'objectif. L'histoire des femmes cherche comment elles ont vécu, comment, malgré tout, on est quand même dans un système de domination. Ça, je crois que tout le monde l'admet maintenant, ou à peu près. Et comment est-ce que ce système de domination c'est organisé? Ça ne veut pas dire non plus que les femmes n'ont pas eu d'influence. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas eu de pouvoir, évidemment. Hein. Mais comment est-ce que tout cela a été articulé? Donc, la résistance à l'histoire des femmes, oui, mais on peut y répondre de cette manière-là. Alors, la question des sources, j'aimerais que vous reposiez la question que vous me posiez là à l'instant. C'est parce que c'est une source aujourd'hui. Ah, les sources d'aujourd'hui. C'est une source d'aujourd'hui oui. Pour les historiennes à venir. Oui, mais de toute façon, tout ce qui est produit par une société, un jour devient une source. Le temps passant, les réseaux sociaux actuels vont entrer dans le passé comme une source témoignant évidemment sur ce présent qui va devenir passé. Et il est clair que les historiens et les historiennes futures revendiqueront les réseaux sociaux comme source. Tout ce qui est produit par une société, avec le temps, devient une source fondamentale. Les journaux du passé, les illustrés, les magazines, tout ce qui est produit par l'histoire, avec le temps, devient une source pour l'histoire future, évidemment. Hein, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions, mais on va être obligé de sélectionner un petit peu. Je m'en excuse parce qu'il est l'heure normalement qu'on arrête. Il y en a une qui est très courte, qui dit que vous avez parlé beaucoup de femmes illustres et que est-ce que vous recommanderiez un ouvrage sur les femmes du peuple? Ça, c'en est une peut-être qui peut appeler une réponse assez courte. Et puis, il y avait une question très générale sur le rôle des religions dans la façon dont on perçoit les femmes, leur rôle et leur invisibilité. Ça appelle une réponse, il me semble peut-être un petit peu trop longue, mais je vous la soumets quand même. Et puis une autre de compréhension sur la perception autour de Michelet, sur quelqu'un qui n'a pas très bien compris la notion idéologique autour de sa pensée et sur le fait que les femmes rompaient un équilibre. Voilà, il y en avait d'autres. Je suis désolée pour tous les participants, mais comme on va être obligé de s'interrompre, voilà, je m'arrête aux premières questions. Et je vous passe pour quelques minutes la parole. Histoire des femmes du peuple, il n'y a pas un livre que je pourrais recommander comme cela, mais il y a des femmes du peuple dans beaucoup d'histoires. Hein. Par exemple, Michel Zancarini-Fournel, qui a écrit une histoire des classes populaires au 19e, 20e siècle. Ben, évidemment, elle parle des femmes. Moi-même, j'ai fait un livre qui s'appelle Mélancolie ouvrière, et qui est l'histoire d'une ouvrière qui s'appelait Lucie Beau, et qui a été à la fin du 19e, une femme syndicaliste, une femme dans les grèves, etc. etc. Donc,
oui, on pourrait citer une grosse bibliographie, mais pas qui s'appellerait Histoire des femmes du peuple. Ça je ne peux pas vous indiquer cela comme cela. Deuxièmement, vous m'avez posé la question des femmes et religion. Hein. C'est un énorme sujet, ça, hein, tout à fait considérable. Dans chacun des volumes que nous avons, Histoire des femmes en Occident, il y a partout, il est question des femmes et religions, parce que ça a été un tel sujet depuis l'Antiquité. Par exemple, Nicole Laureau, qui publie dans le tome 1 un chapitre sur qu'est-ce qu'une déesse, hein. Une déesse est-elle une femme? Et qu'est-ce que ça veut dire, une déesse, par rapport aux femmes grecques de l'Antiquité? C'est comme ça dans le volume médiéval aussi. Les religions, oui, c'est un sujet majeur, c'est un sujet extrêmement important. Vous aviez peut-être encore une autre question La dernière question, c'était sur Michelet. Sur Michelet. L'idéologie qu'il y avait derrière le fait qu'il pensait que les femmes rompaient un équilibre. Oui, alors Michelet était un homme du 19e, c'était un homme progressiste par ailleurs, un républicain, mais qui, en ce qui concerne les femmes et les rapports entre les hommes et les femmes, avait des idées, au fond, très traditionnelles du 19e. C'est-à-dire que, pour lui, les femmes, c'était la vie privée, la famille, et par conséquent, quand il les voyait apparaître dans l'espace public, ils pensaient toujours que ce n'était pas leur place et que l'histoire allait être dévoyée par cela. Et il le montre, par exemple Catherine de Médicis, il a écrit un livre où tout au moins il a donné beaucoup d'importance à Catherine de Médicis. Chacun sait que Catherine de Médicis est une reine plutôt sanglante, la Saint-Barthélemy, et très... oui, très... C'est pas une bonne figure dans l'histoire des femmes. Et Michelet dit, ben voilà ce que donne quand les femmes prennent le pouvoir, eh bien, c'est la catastrophe. Donc, on peut dire que il a des idées de son temps sur les rapports hommes-femmes. Ça a été étudié dans plusieurs biographies de Michelet, où on s'en est évidemment très bien rendu compte. Donc, je vous renvoie à certains de ces ouvrages. Mitzmann, par exemple. Arthur Mitzmann a écrit un livre très intéressant à cet égard. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On est obligé de s'arrêter malheureusement, alors qu'on aurait envie de continuer pendant des heures. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Bon après-midi à tous. J'espère qu'on vous retrouvera pour la prochaine. Le prochain Midi Histoire aura lieu le mardi 11 avril. 12h30, 13h30, maintenant comme d'habitude, et elle portera sur la vie à crédit, les classes populaires parisiennes et la consommation à Paris à la Belle Époque. Et c'est Anaïs Albert, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Cité, qui nous fera le plaisir de nous donner cette conférence. Merci infiniment, Michel Perrault. Merci à tous. Au revoir.